Aujourd'hui, j'interview Elodie, alias Doctochou sur les réseaux. Elle est pédiatre, c'est le compte à suivre quand on a des enfants et qu'on s'interroge sur leur santé. On va bien sûr parler de sa profession, de son point de vue sur l'allaitement, des difficultés qu'elle rencontre et aussi de tous ses projets avec son compte Instagram. Restez bien jusqu'à la fin car je crois qu'elle vous a préparé une petite surprise. Comme d'habitude, je lui ai préparé un petit jeu. Cette fois-ci, ça permettra de rassurer un petit peu les parents. Ça s'appelle Urgence ou pas urgence. Si ça vous plaît, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre 5 étoiles et à me recommander des créateurs que vous aimeriez que j'interviewe dans ce podcast. C'est parti pour l'interview. Bienvenue Elodie dans ta première consultation. Salut Elodie. Salut Anthony. Je suis trop content de te recevoir sur le podcast. Je pense que les auditeurs seront très contents aussi parce que c'est le premier épisode que je fais avec un médecin spécialisé en pédiatrie. Donc oui, comme je te le dis, comme je le présentais, tu es docteur en médecine spécialisé en pédiatrie et Mhm, tu interviens presque quotidiennement sur le compte Instagram qui s'appelle Doctochou, c'est où ça. tu déstresses un petit peu les parents de leur charge de parents sur les pathologies que les enfants peuvent avoir. C'est à peu près ça en gros, les réflexes qu'il faut avoir. Oui, j'essaye de, comme tous les professionnels de santé sur les réseaux sociaux, on essaye aussi de lutter contre les fake news, parce que ça Mhm, bien sûr. c'est important, enfin news ou plutôt enfin tout ce qui est dit sur Internet. Et voilà, on essaye de rendre accessible le monde médical aux parents, enfin dans mon cas en tout cas aux parents ou aux patients en général, et donner des infos, des tips, des conseils, parce qu'on sait bien que en fait les rendez-vous médicaux peuvent être longs, enfin pour en avoir un, et il n'y a pas forcément des pédiatres accessibles partout, même en Île-de-France, hein, il y a un gros désert médical, en tout cas en pédiatrie, et dans plein de villes de France, ou de villages d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'essaye d'essayer de toucher un maximum de monde pour qu'ils aient des infos utiles, et un petit peu donner les red flags sur quoi et quand s'inquiéter, savoir s'il faut aller aux urgences ou pas avant. Et c'est ce que j'essaye de faire, et d'autres professionnels de santé sur les réseaux aussi. Exactement. Ben, on aura l'occasion d'en reparler. Je te garde la surprise, mais je t'ai préparé un petit jeu pour à ce sujet-là. On Et, verra, d'accord. Et je précise aussi en introduction que tu es l'auteur d'un livre qui s'appelle 161 questions et leurs réponses pour tout savoir sur la santé de votre enfant de 0 à 2 ans. C'est ça? Exactement, oui, oui, c'est ça. Tu pourras mettre l'image si La tu petite veux. photo, tout à fait. Non, mais voilà, j'ai essayé de faire ça. On m'a proposé, hein, c'est Atier qui m'a proposé. Je voulais un format un peu boîte à outils, plus un format plus pérenne en fait, parce que bon, les réseaux sociaux c'est bien, mais pour certains ça a un temps, on le sait bien. Et je voulais que des personnes qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux puissent aussi avoir quelque chose à feuilleter, des infos sûres, liées aux dernières recommandations. Et il y a plusieurs parties dans ce livre où en fait, c'est vraiment une boîte à outils. Il y a des choses qu'il faut lire avant d'avoir un enfant, ou comme ça un petit peu au fil de l'eau, et il y a des choses qui est plus instantané. Par exemple, mon enfant a les fesses rouges, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas une urgence vitale, hein, c'est pas grave, donc je vais feuilleter et je vais voir un peu les conseils que je vais donner, et surtout quels sont les red flags pour aller aux urgences ou consulter un médecin en présentiel. Et voilà, et après je donne aussi pas mal de conseils un peu puers, d'alimentation, de sommeil, la diversification, donc tout un tas de petites choses, j'espère, sert pour les parents, ou toutes les personnes qui s'occupent d'enfants au quotidien. Excellent, excellent. Très très bien, bah, merci pour cette présentation. Pour continuer un petit peu la présentation, moi j'aime bien commencer les podcasts en donnant un mot à mes invités. Et du coup, ils essayent de se présenter un petit peu autour de ce mot-là. Toi, sans surprise, j'ai choisi un mot en lien avec ta spécialité, c'est l'enfance. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur qu'est-ce que c'est l'enfance pour toi? Et aussi, tu peux par exemple parler de est-ce que pour toi, le métier de médecin, c'était un rêve d'enfant? Tu peux parler à la fois de ton enfance à toi et de ce que ça veut dire l'enfance pour toi, du coup. Sur la partie, on va dire, un peu pratique, moi, j'ai toujours voulu faire médecine et pédiatrie. Enfin, j'ai fait médecine pour ça. J'ai des photos qui prouvent, ou des commentaires de ma maman où il y a bien noté que je voulais être médecin et maman. Bon, c'est le cas. En tout cas, j'ai checké ça. J'ai même dit ça, je me rappelle, enfin, je me rappelle, je sais pas si je me rappelle, mais c'est des souvenirs qu'on parfois on construit ou qu'on nous raconte. Mais je me rappelle que j'avais 3-4 ans, et il y a le médecin pédiatre qui m'avait dit: «Ah, tu veux faire quoi?» Et j'avais dit
je vais être aussi médecin. Alors, je sais pas si j'avais dit pédiatre, voilà, en tout cas, c'est ce qui se dit dans la légende familiale. Enfin, si j'ai un grand-oncle qui est médecin généraliste, mais sinon, j'ai personne dans ma famille qui a fait médecine. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai vu que j'avais quand même un attrait pour les matières scientifiques. Du coup, je m'étais dit, bah alors, j'aime les enfants, j'aime les matières scientifiques, qu'est-ce que je peux faire? J'aimais bien être ingénieur chimiste, c'était sympa, mais il n'y avait pas d'enfants dans l'histoire. Mm. Et j'avais pas non plus la patience pour être maîtresse, nounou, auxiliaire, etc. Donc je me suis dit, au moins, il y a les parents en pédiatrie, il y a les parents qui gèrent un peu les enfants. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est arrivé comme ça. Et vers 13 ans, je me suis décidée. Et puis après, je me suis un peu donné les moyens pendant le lycée pour bien travailler, pour être sûre que la première année soit accessible, que j'ai redoublé, parce que bon, tout le monde redouble, mais en fait, c'est vrai que c'est le cas, hein, c'est hyper dur. Maintenant, on peut plus redoubler en plus. Donc, il y a des réformes tous les 4 matins. C'est hyper dur, hein, pour les étudiants en P1 et voilà. Et après, il y a le deuxième concours en 6e année. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que l'enfance, c'est beau, on peut rêver. C'est bien d'avoir ses rêves d'enfant se réaliser. Voilà, c'est des petits chèques. C'est bien si ça ne se réalise pas, chacun fait son parcours de vie aussi différemment. Mm. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se construisent dans l'enfance qui retentissent sur la vie adulte. Et donc, il faut essayer de préserver ça au maximum. Excellent, belle définition. Et moi, j'aime bien aussi regarder un petit peu, parce que à travers les réseaux sociaux et les comptes Instagram, on se fait une image des créateurs qui est pas nécessairement celle qui est dans la vraie vie. C'est quoi Elodie en études de médecine? On la croise plus à la BU ou plus en soirée médecine du coup? Bah non, franchement, moi enfin, je me trouve pas. Faudrait poser la question à ceux qui me connaissent et comparer en fait en ceux qui me connaissent genre pendant les études, avant, en étant créateur de contenu. À tel moment, franchement, pour moi, j'ai l'impression que je suis toujours pareil. J'aime toujours autant sortir. Je suis beaucoup moins sortie avec l'arrivée des bébés. Bah, ça, c'est normal. Mais aussi, c'est un peu comme en D4, quand on révise le CN, on sort moins. Bah, il y a des périodes de vie où on sort moins. J'aime toujours autant sortir. À la fois, j'étais studieuse. Je me suis toujours pris en avance. C'est-à-dire que je faisais jamais... il y a plein de gens qui fonctionnent, surtout en médecine, à la dernière minute. Moi, ma mémoire, j'en ai pas. Vous n'allez pas me croire, mais j'en ai pas. Et du coup, c'est pour ça que j'étais très forte plutôt dans les matières scientifiques, et j'ai réussi la P1 à Paris 5, où à l'époque, il y avait beaucoup plus de matières de sciences physiques, où en fait, c'était de la répétition et pas de l'apprentissage par cœur. Sinon, je pense que j'aurais été dans une autre fac, je n'aurais pas réussi médecine, ça vraiment, je le dis. La D4 a été très dure pour moi. La chance, c'était que c'était sur 3 ans. Et donc, en fait, en travaillant bien depuis la D2, j'ai pu faire mes 3 années de médecine assez régulièrement. En travaillant très régulièrement, j'ai pas eu de rattrapage ni rien. Et même en sortant beaucoup dans les premières années et en faisant la fête, j'ai réussi à garder des moments où je travaillais vraiment sérieusement sans être précipitée à la fin en rush. Et du coup, ma mémoire, elle est comme ça, elle est en fait continue et pas du tout en one shot la veille. Donc c'est pour ça que je pense que chacun fonctionne différemment. En tout cas, moi, ça a été ma technique pour que je réussisse pas si mal. Excellent. Donc plus une belle organisation. Et donc qu'est-ce que ça veut dire être pédiatre? On a tous une idée de ce que c'est un pédiatre, mais par exemple, est-ce qu'on consulte un pédiatre de l'âge de 0 ans en fait de la naissance? Mais jusqu'à quel âge du coup? En fait, ça dépend où. À l'hôpital, la pédiatrie, ça dépend des endroits. Ça peut être, par exemple, aux urgences pédiatriques, c'est souvent jusqu'à 15 ans et 3 mois ou jusqu'à Ok. 16 ans. Vraiment, c'est-à-dire que si on a 15 ans et 4 mois, en fait, on est envoyé côté adulte. Ça dépend si c'est de la traumato ou de la médecine classique, médicale, ils appellent ça, Mhm. mais voilà. Et ensuite, en cabinet, ça peut être, ça dépend ce qu'on fait comme spécialité. Par exemple, moi, je suis endocrinopédiatre diabéto aussi, et du coup, je peux voir des enfants qui sont en fait des jeunes adultes de 20 ans. Et en fait, c'est ce qui se passe aussi dans les services spécialisés. En fait, la limite de 18 ans n'est pas si respectée ça, et à juste titre, ça peut aller jusqu'à 20, 21, le temps de faire la transition. Et en fait, il y a des services spécialisés en maladies rares et qui gardent leurs patients jusqu'à 20 ans pour ensuite s'en séparer et avoir une transition de 1 ou 2 années bien faite, parce que c'est traumatisant aussi, hein, pour même mes parents et les enfants d'être suivis pendant 20 ans. Et puis en plus, chez les adultes, la prise en charge, elle n'est pas très cocooning. Mhm. C'est pas qu'une question sur le plan médical, ils sont tout aussi bons, mais voilà, il n'y a pas le même cocooning que soit côté infirmière, aide-soignant, etc. Donc c'est pour ça que
Je trouve que c'est important de faire la transition au bon moment et voilà. Et souvent, en fait, on voit globalement des enfants plus jeunes parce que à ce moment-là, les parents ils disent ah bah il y a plus besoin forcément d'aller chez le pédiatre, on peut aller chez le généraliste. Oui et non. C'est en fait un très bon généraliste qui connaît les enfants. Il y a pas de souci du tout, mais c'est vrai qu'il faut être à jour des recos, mais comme un pédiatre finalement. Il y a des pédiatres qui ne sont pas à jour et c'est pas des bons pédiatres pour autant. Ouais, donc un généraliste qui est formé à la pédiatrie peut quand même servir si on trouve pas de Ah pédiatre mais bien disponible. ah mais heureusement qu'il y a des généralistes qui prennent les enfants parce que ça enfin, il y a pas assez de pédiatres et il y a des très bons généralistes. En fait, le problème n'est pas, être pédiatre ou généraliste, c'est pas ça. Il faut juste que quand on est médecin, quelle que soit la spécialité qu'on fasse, être à jour des recos et être empathique. Enfin voilà, on Mhm. essaye un max, bon, c'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, moi je trouve qu'un bon médecin, c'est pas trop ça se fait. Donc évidemment, on va pas avoir un chirurgien urologue quand on veut faire des vaccins en pédiatrie, mais quelqu'un qui connaît les enfants, donc en fait pédiatre ou médecin généraliste, c'est très très bien. Il faut juste que ce soit côté pédiatre ou médecin, qu'il soit à jour sur les recos et qu'il Ok. sache de quoi il parle. Mais comme pour toutes les spécialités, j'ai envie de dire. Oui, oui. Ouais, non, mais c'est une bonne nouvelle parce que je pense qu'il y a des gens qui sont pas au courant qu'on peut consulter un médecin généraliste pour leur bébé du coup et qui sont focus sur le pédiatre du coup. Ouais. Ouais, oui, oui, bah ça, non, franchement, maintenant, bah déjà les pédiatres c'est quand même assez dur à trouver, même s'ils sont en train d'ouvrir les portes un peu. Il y a beaucoup de places à l'ECN, c'est une des spé où il y a le plus de places avec la psychiatrie, la VG. Il y a 100 places, enfin une centaine de places, entre 80 et 100 chaque année, donc voilà, mais c'est pas assez, et pour toute la France. Et France et dom-tom. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on peut voir un médecin généraliste. Ça, c'est très bien. Il faut juste Mhm. qu'il soit à jour et empathique et qu'il sache de quoi il Ok. parle. Et donc tu as précisé que toi, en plus de t'être spécialisé en pédiatrie, tu es en pédiatrie endocrinologie, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, c'est en gros, j'ai toujours aimé ça depuis la 4e année de médecine, l'endocrino. Et du coup, je suis passée en stage en endocrinopédiatrie à l'hôpital. J'ai adoré. Donc, j'ai eu mon poste de clinica là-bas. Donc, j'ai complété ma formation en étant chef de clinique. Et voilà, c'est Mhm. endocrino et donc c'est les hormones pour les enfants Donc et c'est problème de diabétologie. croissance, ouais, diabète, problème de croissance, Ouais, thyroïde peut-être, des trucs comme ça. exactement. Donc il y a croissance, puberté, thyroïde. Dans certains services, il y a là aussi tout ce qui est pathologie phosphocalcique. Voilà. Après, il y a plein d'autres maladies, mais dans le plus commun des mortels, c'est ça. Et la diabétologie pédiatrique et le diabète de type 1 sous insuline chez les jeunes enfants. Ouais. Et donc, comme tu l'as précisé, tu es déjà maman. Et Mm. moi, je me pose une question, c'est est-ce que le fait d'être médecin pédiatre, ça t'angoisse plus qu'autre chose parce que tu es au courant des problèmes, des différentes pathologies? Ou au contraire, est-ce que ça te rassure parce que tu arrives à... Non, bah, finalement, c'est pas si grave. Comment on se positionne en tant que maman et pédiatre? Alors, franchement, il y a ouais, il y a un autre point aussi que je voulais aborder là-dessus sur le fait d'être parent et médecin. La première chose sur ta question, c'est vrai que en fait, je suis pas du tout angoissée sur les mêmes choses que les autres parents. Autant des trucs qui sont hyper angoissés, moi je suis en mode pas du tout. Autant sur des trucs pour eux, il y a des parents qui sont pas significatifs, un truc pour leur enfant, et moi je suis warning, warning, warning. Ah oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut trouver comme... Après, j'ai eu de la chance, mes enfants, je touche du bois, n'ont pas eu de mal. Bah, quoique ma fille, elle a eu le VRS. Bah, j'ai stressé, par exemple, quand ma fille, elle avait des... Mais ça, pour le coup, tous les parents stressent, mais d'une gêne respiratoire, elle a eu le VRS, Mm. qui donne de la bronchiolite très sévère, la première. Il n'y avait pas le vaccin contre la bronchiolite encore, parce que heureusement, la deuxième, elle l'a eu. Mais elle a eu le VRS à la crèche, et en fait, elle a fini quand même 4 jours en soins intensifs, Oui. avec le petit masque en VNI. Donc, moi, je savais quand même que bah, elle allait pas être intubée parce qu'elle n'avait pas les critères de gravité aussi importantes, mais elle avait quand même le VNI. Et en même temps, je voyais tout le dark side parce que je suis passée en réa et je voyais qu'il y avait des bronchios qui tournaient mal, etc. Donc voilà, c'est un peu ambivalent. Ça dépend sur quelle problématique. Et de toute façon, après, je pense que quand ton enfant est pas bien et malade, très malade en tout cas, tu deviens plus du tout médecin, tu peux plus raisonner comme ça. Tes parents avant tout. Et le deuxième point, justement, moi, je pense que le fait d'être maman, ça a amélioré ma pratique parce que je peux donner beaucoup plus de tips aux parents, Mm. des choses qui ne sont pas écrites dans les textbooks et qui ne sont pas des études démontrées, etc. Juste des tips d'organisation ou juste comme ça, un peu au feeling. Euh,
que je peux donner et que je pouvais pas donner avant. Donc à la fois j'ai plus d'expérience avec le cabinet, les remplats et tout, et à la fois je pense que c'est vraiment le fait d'être parent qui peut te donner des tips et qui peut aussi peut-être être plus empathique sur certaines questions des parents. Voilà. Après, je dis pas qu'on est meilleur médecin ou pas. Je trouve que moi c'est un plus de mon côté, mais je dis pas qu'un médecin qui a pas d'enfant est mauvais ou moins bon. Je dis juste que c'est un angle que j'ai trouvé utile en plus et que je pense me sert et sert aux parents avec aussi un peu une compréhension et de l'empathie. Mais c'est vraiment très personne dépendante. Et encore une fois, ça ne te qualifie pas en tant que médecin, mais moi, je trouve que ça m'a donné de la valeur ajoutée. Mais c'est très personnel. Hein. Excellent. Ouais, c'est la question que je me posais du coup, parce que le fait d'être médecin, c'est forcément beaucoup de connaissances et appliquer à ses propres enfants, c'est forcément un peu ambivalent. Ouais. Et donc toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier? Est-ce que c'est le contact avec les enfants que tu apprécies particulièrement ou c'est, je sais pas, quelque chose de particulier? Alors le contact avec les enfants, il est chouette parce que à la fois le but c'est quand même de les aider ou de surveiller qu'ils vont bien dans le suivi Mhm. Medji, etc. Enfin Medji, médecine de ville et à l'hôpital d'essayer de les aider au maximum, de les soigner. À la fois, ils sont trop mignons. Enfin, je veux dire, c'est des services vivants. Moi, en plus, en endocrinopédiatrie, ils étaient pas du tout malades dans leur lit. Voilà, ils étaient pleins d'énergie. Ils avaient pas l'air malades, même s'ils l'étaient, et qu'ils avaient sûrement une qualité de vie qui était altérée. Ils étaient quand même hyper dynamiques et c'était hyper agréable de voir des enfants malades, pas malades. Et ça donnait un peu de l'espoir et de la foi, j'ai envie de dire. Et en même temps, je trouve que il y a plein de gens qui voient les parents comme un peu, je ne veux pas faire pédiatrie car c'est horrible les parents. Moi, pas du tout. Enfin, je trouve que, bon, évidemment, j'ai eu 2-3 situations avec des parents où c'était compliqué. Mais à partir du moment où tu te rends compte qu'ils veulent, globalement, hein, je fais vraiment une généralité et c'est très rare, il y a des cas très particuliers, très rares, où c'est pas le cas, mais on va passer ces cas qui sont minoritaires et rarissimes et dans des contextes très particuliers. Et en fait, je trouve que le parent, c'est vraiment un allié. Ils veulent le bien de l'enfant, toi tu veux le bien de l'enfant, donc c'est une médecine positive à trois, moi je dis ça. Et c'est que du bénéf pour tout le monde et des échanges. Et je trouve ça vraiment trop chouette que ce soit main dans la main avec les parents. Et si les parents, on va dire, engueulent le médecin ou sont un peu énervés, en fait, c'est qu'ils sont inquiets. Donc à partir du moment où tu sais qu'ils sont inquiets, que le problème vient qu'ils sont inquiets, en fait, il faut juste toi rester posé et essayer de les rassurer si possible, parce que enfin c'est pas possible, mais souvent quand c'est pas possible de les rassurer, c'est que ils sont pas énervés, ils sont tristes aussi quoi. Et du coup, voilà, les seules embrouilles qui se sont passées finalement en étant hyper calmes et hyper rassurantes, ils prennent un autre ton, ils savent que tu veux bien faire pour leur enfant aussi, donc en général finalement ça se passe vraiment bien avec les parents. Et les enfants sont toujours c'est trop mignon parce qu'en fait, en plus en ville, on peut les suivre, voir leur évolution et en même temps, on s'en occupe pas H24 comme des maîtresses et ça, c'est hyper dur. Enfin, c'est un métier que j'aurais jamais pu faire parce que trop difficile, je trouve. Et donc, on a que le bon côté en fait de l'enfant. Ah, c'est marrant du coup de se dire que tu n'aurais pas pu faire maîtresse alors que du coup tu es pédiatre, tu vois, parce qu'on pourrait faire un Ah oui, lien non, ah, c'est mais un métier jamais. avec les enfants et Mais du coup, je sais pas, les nounous et les maîtresses, je sais pas comment elles font. Enfin, c'est tellement respectable ce qu'elles font et je sais pas, c'est admirable. Je ne pourrais pas faire ça. incroyable. Et du coup, est-ce que tu estimes qu'il y a des lacunes dans la formation des pédiatres, des trucs, par exemple, maintenant que tu es diplômé et que tu as un peu de bouteille, tu te dis, putain, mais pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça à la fac? Personne ne m'a appris ça alors que c'est super important, je le vois tous les jours, il y a des malades, des Mm, enfants mm. qui sont malades. C'est quoi le truc qui te dit, Ouais, ouais. il y a C'est un truc de fou. En fait, il y a quand même, on va dire, je pense, j'ai pas des chiffres exacts, j'ai pas de chiffres, mais je pense environ au moins 80% des pédiatres formés qui s'installent après en libéral. Déjà, en tout cas, le problème, c'est aussi, il y a pas, donc jusqu'à l'externat, on apprend les maladies, etc. Et après, il y a l'internat. Moi, je trouve qu'en l'internat de pédiatrie, en fait, moi, j'ai été formée à Paris. Est-ce que c'est pareil ailleurs? Sûrement un peu moins, mais je pense quand même. Un peu moins et je pense que ça dépend des villes. En gros, à Paris, je trouve qu'on est trop, on va dans toutes les surspé, donc c'est trop bien, on fait souvent une surspécialité, mais on n'est pas du tout formé à la médecine de ville qui est
possible, mais il y a très peu de place et qui n'est pas obligatoire. Alors déjà, pour moi, il faudrait rendre le stage de ville obligatoire. Je ne l'ai pas fait, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. En fait, je me dis, mais pourquoi? Mais on apprendrait tellement et on n'a pas du tout de formation de puère. Donc, ça veut dire que l'allaitement, on ne connaît rien. La diversification, on connaît la base qui a écrit, on sait lire les recos, mais on n'a pas tous les tips, maintenant, tout comment bien introduire les morceaux, etc. Ça, on ne sait pas. On dit, commencez à introduire les morceaux fondants, mais on n'a pas le détail. Moi, je me suis formée grâce à Doctochou, vraiment en faisant des remplacements avec des médecins qui m'aidaient si j'avais des questions et par Doctochou, en fait, je me suis formée toute seule à l'allaitement, je me suis formée toute seule à la diversification avec les morceaux, un peu la DME, mais Ah à ouais? plein d'autres choses. Personne nous dit dans le collège ou dans le collège de pédiatrie ou faut aller chercher ses recours tout seul. Comment soigner un bourgeon du cordon, on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas. Il y a plein de trucs comme ça, on ne sait pas. Les bains, c'est tous les combien de temps? Et ton enfant, il peut aller à quelle altitude? Est-ce que mon enfant peut se baigner à partir de quel âge? Ah ouais, ça me paraît Ça, lunaire que vous ayez mais pas appris ça, ça du coup, on ouais. n'a pas de formation. Genre, il n'y a pas. Ouais. Genre, en fait, la plupart des médecins sont parents, donc en fait, ils ont un peu leur expérience, ils lisent les recos. Il y a plein de trucs, il n'y a pas de recommandations déjà. Genre, par exemple, l'histoire des vaccins, des piscines, etc. C'est des accords d'experts qui sont écrits et qu'il faut lire entre les lignes. Mais il n'y a pas une étude randomisée contre placebo. Donc, il y a plein d'accords d'experts, ça, la valeur que ça a, on l'utilise, et puis il y a l'expérience personnelle, etc. Mais il y a du bon sens, mais il y a plein de choses qui ne sont pas du tout écrites. Alors, on est très spécialisé pour les maladies. Ah oui, t'inquiète que l'asthme, on sait traiter, toutes les maladies, le diabète, on sait très bien traiter, nanana. Mais surtout la puère qui est faite en ville, zéro formation. Allaitement, il y a 3 mots. Il y a 3 mots dans le collège de pédiatrie. Il y a 3 mots. Voilà. Je ne sais pas si les parents, s'il y a des auditeurs parents qui vont voir des pédiatres, voilà. C'est un secret que je vous révèle ou pas, mais on n'est pas formé du tout. C'est impressionnant que. Je comprends pas. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de consultation puère remboursée par la sécurité sociale. Je ne comprends pas. Les puères sont incroyables. Elles ont une formation justement sur tout ça très précise, les soins de cordon. Elles savent tout. La plupart elles savent tout. Elles apprennent beaucoup de choses. L'allaitement, elles sont au top. En plus, elles refont des formations. Le sommeil, elles sont au top. Elles savent tout. Et il n'y a pas de consultation remboursée. Les médecins, ils savent pas, les puères, elles savent tout, mais les consultations, bon, déjà, sont très mal remboursées par les médecins. Il n'y a pas de consultation puère. Je ne comprends pas pourquoi. C'est à l'hôpital. En plus, après, moi, à l'hôpital, dans certains services, il y a quand même des puères qui étaient très bien. Je les suivais, donc j'apprenais aussi un peu sur le tas. Mais je pense, c'est pour ça que dans d'autres villes, je pense que comme on passe plus en pédiatrie générale, il y a plus un peu des tips de puères. Mais les patients qui dorment à l'hôpital sont quand même des patients malades. Sinon, ils ne dormiraient pas à l'hôpital. Donc, il y a la maladie qui prône. Et après, le reste, c'est la puère, elle voit, l'alimentation, c'est la puère, etc. Donc, je ne comprends pas cette formation qui n'est pas du tout adaptée à la médecine de ville après. Ils forment très bien les médecins pour l'hôpital ou pour les cliniques, mais pas pour la ville. C'est super intéressant en tout cas, j'ignorais tout ça, donc c'est Je super ne sais intéressant. pas s'il faut le savoir en vrai, ça fait peur. Écoute, pour rassurer un petit peu les parents qui nous écoutent, j'ai créé un petit jeu qui s'appelle Urgence ou pas urgence. Et Allez, pour let's go. les situations que je vais te dire, Très bien. vous dire urgence ou pas urgence. Le premier, mon fils de 1 an a eu la bonne idée de se mettre une cacahuète dans le nez. Avec toute la bonne volonté du monde, je n'arrive pas à la sortir. Alors, est-ce que je peux déjà urgence parce que urgence. Ouais. Ça, c'est la réponse. Par contre, des cacahuètes, c'est moi je veux dire un warning pour les parents. D'où il y a des cacahuètes qui peuvent. L'urgence, c'est que c'est pas que dans le nez. C'est si l'enfant il l'avait mis dans la gorge et c'est tombé dans la trachée. Donc pas de cacahuètes à l'apéro avec des enfants en bas âge. C'est plutôt ça le message que je veux faire passer. Ça se voit que je suis pas papa parce que du coup j'y ai même pas pensé, tu vois. Bah là c'est warning pour les parents quoi. C'est hyper dangereux. Le deuxième, parce que je sais qu'il y a un petit débat sur la fièvre. Ma fille a 38 de fièvre. Dès que ça dépasse 37, c'est forcément un signe d'urgence. Donc la fièvre, donc c'est alors oui, c'est 38, mais on donne si c'est pas très bien toléré du Doliprane dès 38 et demi.
Alors, si ton enfant a moins de 3 mois et qu'il a plus de 38, oui, c'est une urgence. Ok. Ça, c'est moins de 3 mois, urgence directe, on réfléchit pas aux urgences pédiatriques. Même pas le médecin, parce qu'il faut faire des prises de sang, etc. Si l'enfant respire bien, si l'enfant mange bien, si l'enfant a un comportement normal, donc pas somnolent, si il est pas tout blanc ou tout bleu ou avec des marbrures, donc c'est des petits stries, voilà, tout ça, ça va, il n'y a pas besoin d'aller aux urgences. Si il y a des critères de gène respi et Mhm. de troubles de coloration ou de comportement de conscience, il faut aller aux urgences. Oui, il n'y a pas de réponse générale, du coup, c'est adapté en fonction du profil de chaque enfant, évidemment. Ouais. Exactement. Et sachant que la valeur de, je sais pas si c'était la question, mais en gros, cas, le numéro, enfin le degré de fièvre n'est pas un signe d'urgence. C'est-à-dire qu'on peut avoir 40 et une maladie bénigne comme une Mhm. rhinopharyngite et avoir 38 une méningite, Ouais, enfin, il n'y ou a pas de 37,5 corrélation une... entre Voilà, il n'y a les pas de fièvres. relation directe entre la gravité et le chiffre du Ok. thermomètre. Le troisième, mon enfant est asthmatique et quand il respire, ça fait un sifflement et ses lèvres sont de plus en plus foncées. Bleu, tu veux Urgence. dire? Ouais, bleu. Ok, urgence. Urgence définitivement là. Ouais. Bah oui, et puis c'est surtout chez les grands, l'asthme, c'est surtout le manque de parole. Ça, c'est un signe chez les grands, genre ils n'arrivent plus à parler, là, c'est urgence vitale immédiate, quoi. Ouais, c'est Et il ça. faut d'abord faire les bouffées de Ventoline un max et donner les corticoïdes. On peut faire en attendant d'aller aux urgences, enfin, sur le trajet pour les urgences, quoi. Bien sûr, ouais. Le quatrième, mon bébé avait les yeux bleus à la naissance et maintenant ils sont de plus en plus marrons. Dois-je m'inquiéter? Non, mais c'est très beau les yeux marrons. Bah non, alors ça dépend. Si les 2 parents ont les yeux bleus, Ouais, si les 2 parents ont les yeux bleus et que l'enfant a les yeux qui virent marron, ok. c'est le papa qui doit s'inquiéter. Voilà, je dis juste ça. La génétique. Ok. Ah, ça, oui, d'accord. Ah, tu sais, ça me rappelle une question. Toi qui connais bien les problèmes de croissance, est-ce que la taille de l'enfant est corrélée à la taille des parents? Oui, bien sûr, Ouais. bien sûr. Bah, alors, oui et non. Dans le sens où si les 2 parents font à peu près la même taille, enfin, si par exemple il y a 2 parents très grands ou 2 parents très petits ou 2 parents de taille moyenne, euh, on peut calculer la taille cible génétique qui est à peu près la prédiction que va faire l'enfant, Ok. plus ou moins 6,5 si c'est une fille ou garçon. Et sauf puberté très précoce, ça diminue la taille, ou puberté très tardive, il peut grandir plus, ou maladie génétique entre-temps, ou d'autres Ok. choses qui peuvent interagir. Par contre, si un parent qui est très petit, un parent qui est très grand, en fait, l'enfant peut prendre d'un côté ou de l'autre. Ouais, Voilà. là, c'est plus compliqué du coup. Ok. À D'accord. prédire, oui. Ah, c'est intéressant. Et le dernier que j'ai mis, un peu taquin, Anthony, sur le coup. Mon Bon, enfant bah, de 6 ans ne sait pas lire, mais il sait passer le balai parce que j'applique la méthode de l'éducation bienveillante. Dois-je m'inquiéter? je suis pas sûre que passer le balai, c'est éducation bienveillante, mais si c'est le faux, le faux Dyson, ça va. Non, bah non, alors pas urgence vitale. Par contre, normalement, il faut faire un check à 6 ans chez le pédiatre ou le médecin généraliste. Et il y a un test qui s'appelle ERTL6 qui permet de savoir le langage. Et il y a aussi des tests qu'on fait écriture. Et s'il y a des red flags qui apparaissent pendant cet examen et le suivi des 6 ans avec le vaccin qui est fait aussi, il faut aller explorer plus ça. Ça dépend de la cause, mais voilà, ça dépend du diagnostic. Mais en tout cas, il faut plus explorer. Voir s'il n'y a pas une dysorthographie ou dyscalculie ou un dys quelque chose ou un Bien sûr. trouble associé. Voilà. Il peut y avoir des difficultés dessous. Ouais. Voilà, exactement. Il y a le check des 6 ans à faire. Exactement. Et ben voilà, c'est la fin du jeu. Ça t'a plu? Ok, très bien. Ouais, ouais, ça allait. J'espère avoir tout bon. Oui, bah, je pense que tu as plus la réponse que moi. Je te On va les pose, aborder j'aurais dû te faire un quiz. J'aurais pas été très bon, je crois. On va plus aborder la partie Doctor maintenant. Comment ça a Mhm. commencé l'histoire Doctor Tu as dit que c'était pour te former toi-même. C'est ça Alors, non, bah, ça m'a permis de me former, mais à la base, non, parce que je pensais pas qu'il y avait un manque de formation à ce point, parce que j'ai commencé à la fin de mon master 2. J'ai fait une année de recherche où je faisais un peu des remplats,
où je commençais à me former aussi parce que je me disais, il y a plein de trucs que je ne connais pas. Et à un moment donné, j'avais aussi plein de copains qui me posaient des questions, qui avaient des enfants, etc. Et je me suis dit, en fait, c'est dommage de répondre un par un. Il faudrait que je réponde à plus de monde. Et c'était un peu, je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu la mode. C'était en août 2019. Je me disais, je sais pas, j'ai l'impression que les gens ils créent des comptes Instagram un peu pour leur marque, pour leur truc perso, voilà, pas juste leur profil classique où ils mettaient des photos. Et du coup, je me suis dit, ah bah, ce serait une trop bonne idée de créer un compte pour essayer de diffuser un max d'informations et donner des conseils à tout le monde pour que ce soit diffusé pour Ouais, le grand public. génial. Ok, donc ça a plus commencé comme ça. Et Exactement. donc sur ton compte, on l'a dit, tu vulgarises tout ce qui touche à la pédiatrie, les différents réflexes à adopter en tant que parent. Mhm. Du coup, tu parles d'alimentation. J'imagine que tu en parlais tout à l'heure. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce qu'on peut retrouver sur ton compte? Bah, vraiment un peu de tout, j'essaye de faire des petits, il y a de l'alimentation avec l'allaitement, j'essaye de parler, je fais pas mal en ce moment, c'est assez sympa en vidéo, des reels, des quiz, pour que les gens y jouent un peu, des vrais faux. C'est assez sympa. J'ai sorti aussi je commence à sortir avec, des copines, médecins généralistes, Laure Le Cœur Net Mhm. et Rachel, la tribu Happy Kids, Une qui autre est question. orthophoniste. Quoi? C'était une de mes questions. Ah pardon. Non, non, Mais en fait, est-ce que c'est la plus ré c'est ce que je fais le plus récent? Bon bah attends, j'y reviendrai après. Mais du coup, il y a un peu de tout. Je fais des reels, des carousels, des quiz, j'ai un canal, bientôt un podcast, oh, j'espère. génial, trop bien. Voilà, c'est en cours de réflexion et d'élaboration. Donc voilà, j'essaye de faire un peu de tout. Je réponds pas en DM, aux avis médicaux évidemment, c'est Ah oui. interdit par la loi déjà et j'ai pas le temps et tout travail mérite salaire, mais c'est surtout que j'ai pas le droit. Et tu en reçois beaucoup, j'imagine. Beaucoup, Ouais, beaucoup trop. j'imagine. Et en plus, les gens se sont un peu calmés, mais vraiment, je crois, c'est en 2019-2020, je recevais, même si j'avais moins d'abonnés, des tonnes et des tonnes de photos d'enfants. Ah, il a les fesses rouges, les gens ils m'envoient les fesses de leur enfant. Mais en fait, moi, je sais que je suis pédiatre et que Oui. je garde le secret médical, etc. Mais en fait, vous, vous savez pas qui est derrière. Enfin, ça peut être quelqu'un de malveillant. Enfin, je comprends pas d'où vous envoyez des photos des fesses de vos enfants. Enfin, trop dangereux, quoi. Et ils me posent des questions, en fait, je suis pas leur enfant, je ne suis pas leur enfant, donc je peux pas savoir: «Est-ce que vous pensez, que je peux donner plutôt ça ou plutôt ça ou plutôt ça parce qu'il a peut-être du reflux? Est-ce que vous pensez que c'est un reflux?» Bah non, je ne sais pas en fait, il faut un examen clinique, un interrogatoire, c'est très dangereux en fait et pour eux et pour moi. C'est Mmh. du coup interdit par la loi. Il y a des téléconsultations pour ça, hein, ou des consultations en présentiel. Oui, oui, tu peux pas te positionner sur un truc sans Bah, consultation. non. Par contre, si c'est une question un peu d'utilité publique, Mmh. ce que je fais, c'est que je l'utilise et je la mets, soit Oui. je fais une vidéo, soit je fais un post, soit je fais, une boîte à questions où je réponds pour, tout le monde. Voilà, si c'est un parent qui te demande si le fluor est intéressant pour un enfant, pour les dents, je sais pas, par exemple. Exactement, voilà, exactement. D'accord. Et du coup, tu as lancé un projet en commun avec 2 copines à toi, Voilà, Laure exactement. et Rachel, c'est ça? Mmh, exactement. Et génial, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bah, en fait, on a voulu faire, bah, on fait toutes les 3 de la prévention sur les réseaux, avec, voilà, on a des communautés, assez, complémentaires et du coup, on s'est dit: «Bah, on va faire des vidéos pour, dans un esprit un peu, sympa, on boit un thé entre copines» et du coup, ça permet aussi, de rendre le truc un peu ludique. Donc c'est toutes les 2 semaines, ça sort. La première, elle est sortie dimanche dernier. Voilà, C'était la première, c'est ça, hein? ouais et c'est toutes les 2 semaines et jusqu'à Inch'Allah, je veux Alors dire, c'est toutes les 2 semaines pour l'instant, c'est programmé toutes les 2 semaines et voilà et on essaie de faire des petites blagues, pour que ce soit accessible, ça dure moins d'1 minute et on essaie de donner un message de prévention et d'information aux parents, à la fois dans la vidéo, mais surtout, il faut lire la légende parce que la plupart de l'info est mmh, inside, quoi. ouais. Donc Laure est médecin généraliste, tu crois? Oui, médecin généraliste et Rachel, elle est orthophoniste et elle a Orthophoniste. monté sa boîte, la tribu Happy Kids. OK, génial. Et bah, comment ça s'appelle le compte déjà? Je l'ai pas noté. La tribu Happy Kids. Ah, la tribu Kit, OK, d'accord, ça Non, marche. ça c'est le compte de Rachel et nous notre thème c'est Curiosity Time donc voilà, OK. c'est un jeu de mots. Très bien. Et il y a un point que je voulais aborder, donc je l'ai mis à la fin du podcast, comme ça les gens qui sont restés jusqu'au bout auront l'info. Et vu que c'est un petit peu, c'est une source de débat, je voulais pas le mettre au début de l'épisode, c'est le sujet de l'allaitement. Mmh, Tu en as parlé, mmh, et je voulais aborder ça avec toi, parce que je sais qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas allaiter pour mmh mh, cause de maladie, cause de malformation ou XY, et d'autres qui ne veulent pas.
Toi, en Mmh. tant que pédiatre, quel point de vue tu adoptes vis-à-vis de tes patients, enfin les mamans des patients? Tu indiques qu'il y a des bienfaits à l'allaitement. Quelle position tu adoptes du coup? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, en fait, en tant que professionnel de santé, ça c'est un peu la HAS, qui nous demande, de promouvoir l'allaitement. En Ok. effet, voilà, c'est eux déjà, c'est une demande en fait des autorités de santé, de que les professionnels de santé, promouvoient l'allaitement. À juste titre, parce qu'il y a plein de bienfaits, heu, mais je suis à la fois partagée parce que oui, bon, les cas où on ne peut pas allaiter du tout, sont plutôt rares, mais je trouve que à la fois c'est un choix personnel de la maman et c'est très dur. C'est très, très dur. C'est très dur d'allaiter. Moi, j'ai eu 2 expériences d'allaitement complètement différentes et je comprends vraiment, les femmes qui ne veulent pas allaiter ou qui essayent et qui arrêtent très vite. C'est très difficile et on n'est pas accompagné. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est dur d'un point de C'est vue dur temps? pour plein de raisons parce que déjà on a une mauvaise formation, enfin on a un cours, je parle en tant que maman là, on a un cours, souvent qui est fait en prénatal, où on explique la base. Très bien, ça ce cours il est génial. Par contre, en fait, c'est la théorie et la pratique est souvent pas du tout la même. Déjà moi je trouve que c'est très douloureux. Alors tout le monde dit, «Quand ça fait mal, c'est que ça va pas». Oui, mais en fait quand ça va pas, en fait il y a personne, c'est pour ça que je vais revenir, immédiate qui t'aide, genre, il y a quelqu'un qui apparaît et qui t'aide tout de suite à mettre le bébé au sein et cetera. Parce que c'est pas du tout inné, c'est pas du tout alors pour certains, je pense que oui, mais pour d'autres, non et moi ça a été mon cas en tout cas pour, mon premier allaitement. Je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes et c'est hyper dur. Maintenant, il y a quand même des sages-femmes qui sont formées, il y a des conseillères consultantes en lactation qu'on peut appeler, il y a SOS Allaitement qu'on peut appeler régulièrement aussi. C'est pas 24/24, mais presque, et du coup, ça peut vraiment nous aider. Mais il faudrait presque un peu comme les gens ont envie d'avoir un peu leur mini doc presque avec eux à côté pour répondre à leurs questions. Là, on a trop envie d'avoir une sage-femme ou une puère ou quelqu'un formé qui nous met tout le temps bien le bébé en place, et ça. Donc, il faut être bien installé. Ça fait mal, moi, je trouve. Le téton, il s'habitue au bout d'un moment, mais c'est pas tout de suite, malgré les crèmes, etc. Et encore, moi, j'ai pas eu de complications, pas de mastite, rien du tout. Et je trouve que c'est quand même très difficile. Le bébé, on stresse beaucoup parce qu'on a l'impression qu'il prend pas assez. Mais en fait, plus on stresse, plus, bah, du coup, on a l'impression qu'il boit pas, en fait, peut-être il boit pas vraiment ou pas bien. Donc en fait, on se culpabilise. Et après, il boit vraiment pas beaucoup, donc il a vraiment faim et du coup, il s'énerve. Et en fait, c'est des cercles vicieux. Et il faut vraiment, moi, je pense, le message, c'est de demander un maximum de l'aide. Le pédiatre n'est pas formé ou le médecin généraliste, donc il faut vraiment demander aux puères, aux sages-femmes, aux conseillères en lactation ou SOS Allaitement d'aider un maximum. Et oui, en fait, ça a beaucoup de bienfaits. On sait que sur le microbiote, il y a plein de très bienfaits, mais en même temps, si la mère a une santé mentale, qui est altérée à cause d'un allaitement qui est difficile, c'est pas bon pour le bébé et malgré tous les bienfaits. Donc moi, je pense que c'est vraiment un choix entre guillemets «personnel». Si on veut vraiment allaiter, il faut absolument, et que c'est pas facile et qu'on galère, il faut se faire aider. Et voilà. Par contre, le pire, je pense que c'est aussi comme ils disent, les gens rater son allaitement. En fait, je pense qu'il faut quand même se donner les moyens, un maximum, de se faire aider pour que, si on veut allaiter, ça marche. Après, il y a des gens, et je comprends parce que moi, c'est ce que je me suis dit aussi pour la première. Bah, moi, je vais faire mix dès le début et elle prend ce qu'elle peut et de toute façon, il y a les bibes et ça marche, et cetera. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment, voilà. Et s'il y a une deuxième grossesse et un deuxième bébé, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, moi, je trouve. Et là, l'allaitement, je l'ai pas du tout vécu pareil. Je le trouve hyper simple. Et là, je me dis, mais comment ça pouvait être aussi dur pour le premier? Et j'ai failli arrêter 1000 fois. J'ai tenu 4 mois, mais j'aurais pu en mix, mais j'aurais pu arrêter 1000 fois. Et en même temps, je me dis, quand c'était très très dur pour le premier, je me dis, mais comment il y a des gens, c'est facile? En fait, c'est un peu quand on a une angine, on se dit comment on peut avoir autant mal à la gorge et autant comment on peut ne pas avoir mal quand on n'a plus mal. Mhm. Voilà, du coup, c'est exactement ça, pareil pour l'allaitement, et il faut se faire aider si on veut allaiter. Et je pense qu'il faut déculpabiliser le fait de pas allaiter. C'est pas une fin en soi, du moment que le bébé il mange et il grossit. Et le lien, il est quand même fait. Maintenant, dans les préparations pour nourrissons, ils mettent des probiotiques pour les bonnes bactéries, etc. Et le pire, c'est de persister dans un allaitement qui se passe mal malgré l'aide et qu'on veut plus, et sur la santé mentale ça peut jouer, qui est déjà très fragile en postpartum. Donc voilà, en tout cas, faut pas s'obliger dans un sens ou dans l'autre, même si
le message est du gouvernement de promouvoir l'allaitement, voilà. Mais je pense qu'il faut s'écouter, écouter son entourage et se faire aider et écouter son bébé aussi. Exactement. Chacun fait en fonction Comme de il peut et comme il veut, voilà. ses capacités. Mais se faire aider, parce qu'il y a de l'aide possible et le pire, enfin, moi, je me dis pourquoi je me suis pas fait aider pour la première aussi. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai pas fait. J'aurais peut-être dû. Ou pas, je sais pas. Aussi, le tir-allaitement, c'est aussi une option qui est possible, qui est assez décriée. Donc voilà, le tir-allaitement est une option et pareil, il faut se faire aider par les bonnes personnes qui savent gérer le tir-allaitement pour que ça se passe bien. Et ce qui est très dur aussi, c'est qu'on reprend le taf. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais le taf à 4 mois. Et en fait, des fois, ça met un mois et demi à se mettre en place. Et en fait, on doit reprendre le taf au bout de 3 mois et demi, 4, même pas, 2 mois et demi, pardon. 2 mois et demi. Et en fait, on se dit tout ça pour ça. Donc en fait, c'est pas adapté. Il n'y a pas du tout, comme aux États-Unis, des salles de lactation ni rien. Donc c'est de plus en plus mieux mis en place dans un peu les grosses startups. Voilà, mais en tout cas, dans plein d'endroits, c'est pas mis. Donc en fait, je comprends qu'on n'ait pas envie de s'investir là-dedans parce que c'est de l'investissement, Bien clairement. sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais comme je le disais, chacun fait comme il peut en fonction de ses capacités physiques et mentales sur le moment. Et surtout, on ne juge pas les personnes qui ne sont pas capables d'accepter cette contrainte, du coup. Exactement. Pour finir, c'est quoi les projets, du coup, que tu as presque pour Doctolib? Est-ce qu'il y a d'autres... Bah, en fait, je me mets pas trop la pression pour Doctolib. Je veux que ça reste quelque chose de très instantané, parce que je veux pas y laisser ma santé mentale. Je fais déjà plein de trucs à côté. Non, continuer à diffuser un max d'infos, continuer les reels, continuer à diffuser notre Curiosity Time, voir d'autres projets. J'adore faire avec des créateurs de contenu. Professionnels de santé, des cross-posts, etc. Il y a trop de valeur ajoutée, c'est vraiment trop chouette de multiplier nos connaissances et les diffuser. Et non, j'aimerais bien faire un podcast, donc là c'est en organisation, Génial. à voir exactement les tenants, les aboutissants et l'orga, mais j'aimerais bien le sortir pour janvier 2025. Ok. Voilà. Si, j'aimerais bien faire aussi sur d'autres plateformes des vidéos un peu plus longues, YouTube. C'est beaucoup de temps. YouTube, ça a des formats très longs et très difficiles parce que le nombre d'abonnés monte difficilement. Les vues aussi, c'est pas facile par rapport à Insta ou TikTok, par exemple. Donc voilà, développer un peu ça et puis continuer un peu sur la lancée pour Doctolib en restant... Enfin, faut que ça reste un plaisir. Et moi, je suis assez Insta, c'est-à-dire que si un jour, j'ai pas envie de faire de story, j'en fais pas et tant pis pour l'algorithme. Pas de deuxième livre en préparation, du coup. Non, non, parce que figure-toi que c'est beaucoup d'investissement. Oui. C'est pas rentable. Enfin, clairement, je sais pas, à part d'être Guillaume Musso ou Marc Lévy, en fait, Personne ne gagne de écrire un l'argent. livre n'est pas du tout... Ça fait un peu une carte de visite, mais en tant que médecin, finalement, j'ai pas besoin de pub parce que je pose ma plaque, je suis blindée. J'ai pas besoin de pub ni pas... C'est pas... Les patients, déjà, on va chez le médecin dans son quartier, premièrement, et on va pas à l'autre bout de la France. Et en plus, en pédiatrie, il y a tellement de pédiatres qui manquent que je sais que je vais être pleine assez vite. Donc je me fais pas de pub par rapport à ça et on gagne pas d'argent. Enfin vraiment, c'est pas pour l'argent et du coup il faut du temps Et quand ouais. même. Et j'ai pas de temps pour l'instant parce que je fais d'autres choses. J'ai ma vie de famille aussi que je veux préserver. Donc je fais des choix et je pense que j'essaierai d'en refaire un peut-être sous une autre forme, à voir. Mais on m'a proposé, mais j'ai dit c'est pas le moment. Pas le Vraiment, j'ai moment. d'autres priorités en tout cas. Et petite question, est-ce que tu crois que ton éditeur serait d'accord de faire gagner un livre à nos éditeurs? Qui, Oui, qui oui, serait... je peux leur demander On peut et faire oui, ça. oui, bien sûr. Ouais, ouais, on peut faire un petit jeu concours. Bah, faut trouver la question Pour une titulaire. future maman ou un futur papa Ouais, qui bien sûr. écoute, qui serait Mmh super mh. content, je pense, d'avoir ce livre. Ouais, on peut faire un truc sympa, on peut faire un quiz et parmi les bonnes réponses, on pioche. Ah oui, carrément. On Pour peut voir faire s'ils ont bien écouté le podcast jusqu'au bout. ça. Exactement. Bon, on va réfléchir à un truc en privé, puis on publiera un truc sur Ouais, Instagram. ouais, ouais, très sympa. Ouais, bien sûr, bonne idée, ouais. Merci beaucoup, Elodie, pour ta générosité. Pour tous ceux qui sont intéressés pour tenter de gagner le livre d'Elodie, rendez-vous sur mon compte Instagram. Il y a une petite question à laquelle il faut répondre et vous participez immédiatement au tirage au sort. Et moi, je pose cette question, c'est la dernière question, à tous mes invités. En fait, je demande à mes invités qui est-ce qu'ils invitent sur le podcast, du coup. Comme ça, je peux faire des liens entre les épisodes
Toi, parmi les autres créateurs que tu connais sur Instagram, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est super sympa qui pourrait accepter de venir en Ouais, bien interview? sûr. Alors attends, je sais plus qui t'a déjà fait. J'ai fait qui? J'ai fait Major Mouvement, Mirana, Léa, la pharmacienne. J'en ai fait pas mal déjà. Mais il y a quand même de grandes chances que tu... Bah, du coup, je peux te donner ça peut être mes deux copines Mhm, de Curiosity bien Time, sûr. là. Voilà. Laure et Rachel, tout à fait. Mais en Voilà. plus, j'ai déjà contacté Laure, donc, Voilà. avec Bon, plaisir. bah, tu vois. Donc, les deux. Voilà, les deux. J'en ai deux. Et si tu avais une question à leur poser, ça serait quoi du coup? Comme ça, je leur poserai pendant... Ouh là là, c'est pas facile. C'était quoi ma question pour moi, d'ailleurs? Et ben, en fait, j'ai introduit ce truc, donc c'est pas encore... il y a pas encore... D'accord, OK. Waouh, c'est dur. J'attends, tu me prends une question parce que genre je leur parle tous les jours en fait. Du coup, je leur pose déjà les questions que je souhaite. Non, qui est utile. Comment améliorer alors peut-être pour les deux en même temps, on va dire non, mais peut-être comment améliorer la prise en charge des enfants entre le médecin G ou le pédiatre et les orthophonistes. Voilà. Ok, très très bien. Ben, je leur poserai la question et puis je t'enverrai l'épisode si on tourne ensemble du coup. Ok, parfait. Bon bah merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. C'était super chouette. Donc on te retrouve Ouais. sur Instagram et TikTok, c'est ça? DoctoShow? Ouais, ouais. Et YouTube, mais j'ai 10 abonnés. Abonnez-vous, please. Et bientôt le podcast. Donc je mettrai tous Ouais, les liens en description, bien sûr. ouais, trop bien. Merci beaucoup en tout cas. Reste encore 30 secondes, je dis au revoir aux abonnés et je te dis au revoir après. Ça marche. Les amis, c'est la fin de l'épisode. Mettez 5 étoiles si ça vous a plu. N'hésitez pas à me recommander des créateurs et je les contacterai avec grand plaisir. Merci beaucoup, Elodie. À plus. Merci beaucoup. Ça y est, t'as officiellement atteint la fin de l'épisode, j'espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me recommander des créateurs que tu aimerais que j'interviewe dans le podcast, je les contacterai avec grand plaisir. Aussi, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute, c'est vraiment très important pour moi. On se retrouve très vite dans un prochain podcast, c'était Anthony, alias Douzerie, pour première consultation, à bientôt les amis.